Bonjour à tous, bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Je m'appelle Falco Wesemann et aujourd'hui dans le studio avec moi à ma gauche, c'est Gérard Impeau, le responsable des programmes à l'école de la Bourse. Bonjour Falco, bonjour à tous. Et à ma droite, Laurent Albi, le président de la FAT. Bonjour Laurent. Bonjour Falco, bonjour Gérard, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on a une 100% marché avec un bilan de la semaine. On regarde le CAC 40, on regarde l'euro-dollar, on regarde le S&P 500. Le top et le flop, on va regarder Engie. Et dans le focus, on va faire un focus sur Peugeot aujourd'hui. À ne pas manquer, un petit regard sur la réunion de la BCE du 9 mars. Donc, on va commencer avec le bilan de la semaine et Gérard. Alors Gérard, qu'est-ce qu'il y a dans le bilan de la semaine? Bien Falco, c'est la troisième fois que je suis invité à cette émission et à chaque fois, je dois évoquer de nouveaux records sur le Dow Jones, le Standard & Poor's 500, le Russell 2000, donc celui des capitalisations moyennes, et aussi évoquer pour la semaine dernière le fait que le CAC 40 a renoué avec les 5000 points, en séance certes, renoue ainsi avec ce qu'il avait atteint, les 5000 points déjà en 2015. Donc une fois de plus, les bourses caracolent, elles sont soutenues par d'excellents résultats, puisqu'on a eu une saison de résultats qui était vraiment bonne, tant aux États-Unis qu'en Europe. Mais en même temps, je voudrais quand même finalement avoir une sorte de bémol. Si on attend beaucoup de l'administration Trump, on commence quand même à avoir des discours plus modérés qui nous disent que pour attendre les premiers résultats de la réforme fiscale, il faudra peut-être attendre 2 ans. Pour inscrire de nouvelles règles du jeu dans les droits de douane aux frontières, il faudra se mettre d'accord avec un certain nombre d'élus républicains qui ont peur que ça ne crée un peu trop d'inflation et ne perturbe la création de valeur, puisqu'aujourd'hui toutes les entreprises ont finalement la production très intégrée, mais très internationalisée. Et puis finalement, pour la régulation bancaire, il faudra aussi se mettre d'accord et discuter assez longuement. Donc, de bons résultats qui soutiennent les bourses au niveau mondial, mais peut-être une prise de distance et le fait qu'on revient à la réalité aux États-Unis, entre les discours électoraux et les tweets et la réalité, il peut s'écouler plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Merci beaucoup Gérard. Donc Laurent, quels sont les effets sur le CAC 40 ? Alors, le CAC 40 reste dans une dynamique haussière. C'est cette dynamique que nous avons décrite au fil des semaines sur ce plateau et elle est à nouveau confirmée. Alors, ce qu'on peut dire sur le CAC 40 en zoomant un petit peu, c'est qu'on est sorti de cette zone de consolidation importante au sein de laquelle l'indice parisien était confiné pendant de longues semaines, j'ai envie de dire. Et on en est sorti avec, vous le voyez, une grande bougie blanche, c'est-à-dire une séance extrêmement positive. C'était mercredi dernier, juste après le discours de Donald Trump devant le Congrès. Et cette bougie s'est faite également avec un gap haussier. Donc gap haussier, grande bougie blanche, franchissement de résistance. C'est un signal d'achat qui est clair, c'est un breakout, on sort de la conso. Et on voit que depuis, le CAC 40 fait une pause, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'avancée impulsive escomptée, mais en même temps, on reste très largement au-dessus de la zone de résistance. Donc pour le moment, il n'y a pas de pression vendeuse. Les volumes ne sont pas très importants, mais malgré tout, on voit qu'on a des petites bougies qui montrent un petit manque d'intérêt des investisseurs pour le moment, mais on reste, j'ai envie de dire, en lévitation et donc à l'achat. On sort de la consolidation qui a duré plusieurs semaines et donc on devrait se diriger, après avoir testé à quelques points près les 5000 points, on devrait continuer de progresser vers les 5100 points pour les prochaines semaines. Donc nous sommes dans un contexte qui reste globalement haussier sur le CAC 40 et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi un call de code RZ44B. Et ce qui est important, c'est que la barrière désactivante de ce turbo call, je vais zoomer juste une toute petite seconde Falco pour vous montrer qu'elle est, vous le voyez, sous cette zone de support, donc elle est loin. Et si effectivement la dynamique est haussière, on ne doit pas retourner sur cette barrière désactivante, on doit continuer maintenant vers les 5100 points.
Bon, merci beaucoup Laurent. Donc c'est le TurboCall RZ44B. Mais comme chaque semaine, avant d'investir, je vous dis toujours qu'il faut se bien former parce que voilà, ces produits présentent un risque de perte de capital en cours de vie et à l'échéance. Donc je vous invite d'aller sur notre site d'internet produits de bourse BNP Paribas. .fr pour vous former. On a des vidéos, on a des brochures, donc tout un ensemble pour vous bien former avant d'investir. Donc on revient sur le TurboCall, sur le CAC 40 RZ44B qui a actuellement un levier de 25,85 qui a une échéance de 16 juin 2017. Donc c'est entre une moyenne et un court investissement. Et son prix d'exercice à une période activante, c'est du 4780. Son prix de vente actuellement ce matin, c'était de 1,41 € pour un CAC 40 à 4959,52. Avec ce TurboCall, on retourne dans le bilan de la semaine et on va regarder quoi maintenant, Gérard? Alors, on va regarder ce qui se passe aux États-Unis au niveau de la Fed du mois de mars. Et si je devais paraphraser le film célèbre, Mars attaque. Puisque le 15 mars, nous aurons une réunion de la Fédérale Réserve avec au menu très certainement, en tous les cas on nous y a préparé, une première hausse de taux. Une hausse de taux qui effectivement sera décidée pour peu que dans la semaine, les chiffres du chômage et dans les jours qui viennent, le niveau de l'inflation aux États-Unis restent ceux qui sont anticipés par les décideurs de la Fédérale Réserve. Alors, le 15 mars, ceux d'entre nous qui ont, qui ont encore quelques souvenirs scolaires se souviennent que ce sont les ides de mars. C'est ce jour-là qu'on assassine à Rome le César. Et donc c'est pour ça que Janet Yellen a pris beaucoup de précautions pour nous indiquer que cette hausse serait très certainement la première et qu'elle serait suivie d'autres hausses. 3 ou 4 autres hausses, enfin 4 dans l'année, donc mars, juin, septembre et pourquoi pas décembre. Rendons compte ainsi de la bonne tenue de l'activité économique américaine, d'un niveau de chômage qui est finalement retourné à l'objectif qui lui était fixé par les autorités monétaires américaines, et puis aussi de l'anticipation, malgré tout, d'un soutien budgétaire à l'activité économique. Et donc, d'une certaine manière, mais ça je me tourne vers Laurent qui va nous dire si avec des bougies blanches ou autres, on continue d'être complètement allumé sur le dollar, sur le marché des changes comme on l'était tout à l'heure, sur les marchés actions, le dollar devrait en profiter. En tous les cas, l'euro n'est plus la monnaie la plus achetée en ce moment. Il suffit de regarder pour ça la balance des investissements, puisqu'elle n'est plus positive, c'est-à-dire qu'on ne nous achète plus de la dette de l'extérieur de la zone euro depuis le début de l'année, c'est quand même un signe important. Et puis si on regarde les statistiques du régulateur, la CFTC américaine, eh bien les positions ouvertes et qui jouent la baisse de l'euro sont assez faibles aujourd'hui. Donc le dollar effectivement est plutôt en position de force, mais j'attends que effectivement Laurent nous le confirme. Excellent, merci beaucoup Gérard pour les Mars Attacks. Donc Laurent, sur l'euro-dollar, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien écoutez, j'ai envie de dire que hélas, la situation technique, je ne la trouve pas aussi claire que les propos de Gérard. Parce que effectivement tout porte à croire que le dollar va continuer de se renforcer et on le croit. Et pourtant sur le chart, quand on regarde l'euro-dollar, on voit bien qu'on a un euro qui résiste, en tout cas pour le moment. Alors, la situation n'est pas très claire, hein. Je vous le signale dès le départ pour que vous compreniez que si vous avez envie d'actionner cette idée, c'est vraiment avec une petite position parce que parfois on a des convictions qui sont fortes et puis parfois la situation technique est un petit peu ambivalente. C'est justement ce qui se passe ce matin. Alors pourquoi ? Pourquoi on est baissier ? Les arguments d'abord pour penser que l'euro va continuer de baisser. D'abord, on est dans une tendance qui est baissière, hein, c'est assez clair, vous le voyez à l'écran. Il y a eu un rebond en début d'année qui est allé chercher un 50% de retracement de l'impulsion précédente, c'est textbook, c'est-à-dire que c'était pas prévisible, mais c'est normal sur le marché du Forex d'avoir des retracements de cette nature. Ce 50%, il a été également une zone ou une ligne de tendance baissière passée. On a une moyenne mobile à 100 périodes qui passe également dans les environs, donc on comprend pourquoi le marché s'est arrêté ici. Il repart à la baisse et là, c'est là que ça devient un petit peu intéressant parce que si vous remarquez bien, et là je vais zoomer un petit peu pour vous permettre de mieux voir,
Depuis donc le pullback sur cette zone à 1,0833, on note un changement de rythme, c'est-à-dire que l'euro-dollar repart à la baisse de manière impulsive, regardez en quasi-ligne droite, et puis là on voit bien qu'il y a un tarissement du momentum baissier, c'est-à-dire qu'on fait des creux qui sont marginalement plus bas les uns que les autres, on fait des retracements importants, on a l'impression qu'on a des vendeurs qui deviennent un petit peu plus timides, et puis avant-hier, on a cette bougie en avalement haussier qui montre qu'il y a potentiellement un arrêt des opérations de vente ou en tout cas des opérateurs qui étaient vendeurs et qui ont débouclé leur position. Alors le problème c'est que cette configuration elle se fait un petit peu au milieu de nulle part, c'est-à-dire qu'on aurait aimé qu'elle se fasse sur 1,0340 pour annoncer un rebond potentiel. Là on voit bien que la baisse, l'intensité de la baisse diminue mais que finalement ça se passe un petit peu au milieu de nulle part, donc c'est la raison pour laquelle je reste baissier sur l'euro-dollar parce que vous connaissez ce vieil adage que vous devez tous maintenant avoir en tête et qui est vraiment clé, c'est la tendance est votre ami, n'est-ce pas Gérard? Donc on est sur une tendance baissière à court terme sur l'euro-dollar, donc on est obligé, j'ai envie de dire, de vendre cet euro, à moins effectivement qu'on assiste d'ici la semaine prochaine à une figure de retournement qui nous montre qu'il y a un consensus qui évolue favorablement pour la monnaie européenne, mais ce n'est pas le cas pour le moment. On reste vendeur d'euros avec, vous le voyez, un premier niveau de résistance qui est ici, je vais zoomer un petit peu, voilà, qui est à 1,0680. Tant que ce niveau reste intact, il n'y a pas de raison d'avoir des états d'âme. L'euro reste faible face au dollar et on s'inscrit donc techniquement dans le contexte global macro avec cette hausse du dollar que tout le monde attend. Alors donc dans ce contexte baissier pour le dollar, pour l'euro pardon, j'ai choisi un varan put de code OS68B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est le varan put OS68B qui est actuellement un levier de 22,25 qui a un prix d'exercice à 1,03, une échéance de 16 juin 2017. Et actuellement, son prix de vente est de 1,18 pour un euro-dollar de 1,0576. Bon, avec ce varan put, on retourne vers Gérard avec le troisième part de le bilan de la semaine. Cher Falco, cher Laurent, la tendance à l'accélération de l'activité économique est également notre ami, tant dans la zone euro qu'aux États-Unis et en Asie. On n'a pas assisté finalement à un tel alignement des planètes économiques mondiales, avec reprise de la croissance économique, retour d'un peu d'inflation, renouveau de la confiance des ménages, depuis la crise de 2008. Donc ne boudons pas notre plaisir et c'est ce qui, d'une certaine manière, nous redonne le moral et explique une bonne partie peut-être de la tendance haussière de nos marchés. J'ajouterais que sondage après sondage, encore faut-il croire les sondages, mais le risque politique semble reculer, en tout cas le risque que j'ai qualifié ici de Frexit, c'est-à-dire de sortie de l'euro, de retour à une monnaie nationale en France ou dans d'autres pays, en cas d'arrivée de la présidence de la République d'un candidat souverainiste. Et donc la principale manière de regarder si le risque politique est élevé, c'est de regarder le fameux spread, la marge entre l'OAT 10 ans et le Bund 10 ans, qui aujourd'hui est aux alentours d'une soixantaine de points de base, qui a accumulé à 80 points de base il y a quelques jours et qui s'est replié avec des sondages qui lui semblaient être plus rassurants. Je rappellerai ici qu'en 2011, on sait pas 80 points de base, mais c'est 160 points de base qui écartaient le 10 ans français du 10 ans allemand. Donc on peut encore faire mieux en termes de risque politique et donc sur le spread OAT Bund 10 ans. Voilà. Merci beaucoup Gérard. Donc dans ce contexte, on va regarder le S&P 500. Effectivement, Falco, parce que ce regain de l'activité, notamment aux États-Unis, est porteur pour les marchés boursiers. Au cours des dernières semaines, vous avez tous été alertés par les médias de tous ces records historiques qui étaient faits sur tous les indices, les uns derrière les autres. C'est vraiment une période tout à fait particulière qu'on est en train de vivre. Et si vous regardez finalement l'écran et le graphique du S&P, eh bien vous voyez qu'on est dans une tendance haussière.
Le premier élément qui est important de souligner, c'est que pour le moment, nous ne voyons pas sur cette tendance haussière de figure de retournement baissier. Donc là encore, la tendance est haussière et il n'y a pas d'éléments techniques qui nous montrent qu'il y a de la distribution et qu'on a des opérateurs qui prennent peur. Deuxièmement, il faut juste souligner, ce n'est pas présent sur le chart, mais que la volatilité aux États-Unis est basse. Elle n'est pas justement extrêmement basse. Elle est sur les zones basses, mais on n'a pas atteint un extrême. Et puis quand on regarde les indicateurs de sentiment, comme par exemple les ratios put-call, qui montrent un petit peu la tendance des investisseurs à acheter des produits de couverture parce qu'ils craignent justement un renversement, eh bien ces put-calls sont également bas, mais ils ne sont pas sur des zones extrêmes. Donc tout ça pour dire que c'est vrai qu'on est monté de manière extrêmement vive sur le SP500. On peut avoir des replis, mais pour le moment, nous n'anticipons pas un retournement majeur. Alors quand je dis majeur, c'est un retournement de 15-20%. On est toujours dans une tendance qui reste d'actualité. Et dans cette tendance, il y a des replis, et ces replis doivent justement être utilisés pour accompagner le mouvement. Donc dans ce contexte qui est toujours à court terme haussier sur le S&P, j'ai choisi un Varant Call qui est de code OV18B, et si effectivement, en zoomant un petit peu, on avait un S&P qui revenait sur cette zone autour des 2350 points, sur cette zone de support, alors acheter ce Varant Call serait peut-être une bonne idée pour continuer d'accompagner ce S&P tant qu'il ne nous donne pas d'autres signes de faiblesse ou de vulnérabilité. Merci beaucoup Laurent. Donc il s'agit du Varant Call, c'est le S&P 500 avec le code OV18B qui a actuellement un prix d'exercice de 2500, qui a une échéance de 15 septembre 2017, qui a un levier de 13,89 et son prix de vente actuellement est de 0,42 € pour un S&P à 2374,46. Avec cette Varant Call sur le S&P 500, on passe aux prochaines rubriques, les tops et les flops. Alors Gérard, qu'est-ce qu'il y a dans les tops et les flops cette semaine? Bien sûr, dans une semaine haussière, après une semaine haussière, les tops sont spectaculaires. De l'énergie, que ce soit Engie ou EDF, des anges déchus qui sont en train de se réinventer, nul ne l'ignore, il suffit de regarder les publicités financières. Une société comme Engie, effectivement, est en train de muter de manière tout à fait impressionnante. Elle se réinvente. Pour autant, heureusement qu'elle bénéficie, ainsi qu'EDF, grâce à un peu de croissance économique et à l'aspect saisonnalité, d'une reprise, une hausse du prix du kilowattheure, puisque finalement c'est aussi quand même ce qui alimente son chiffre d'affaires et son résultat. Deuxième groupe de valeurs, les bancaires, qui effectivement, à travers Société Générale ou Crédit Agricole, manifeste ici le fait que le secteur est toujours pas très cher, que la reprise économique est toujours bonne pour ces valeurs bancaires, que le rétablissement d'une sorte de hiérarchie des taux va leur permettre d'améliorer leurs résultats. Et puis finalement, elles ne sont pas chères et donc elles bénéficient finalement des secteurs qui aujourd'hui sont achetables avec donc une bourse qui continue sa tendance haussière. Et puis le troisième groupe, ce sont les bons élèves de la classe, ceux qui ont réussi un mariage il y a 2 ans, Soprasteria, c'est une société de services en ingénierie informatique qui propose toute une série de solutions et qui présente une particularité, 30% de son chiffre d'affaires est réalisé au Royaume-Uni. Et on montre ici finalement que, d'une certaine manière, on peut maîtriser les effets du Brexit, même quand on est une société comme ça, très européenne et malgré tout, où l'on parle anglais, puisque c'est la langue de travail de la société. Excellent. Et quelles actions sont dans les flops? Alors, il n'y en a pas beaucoup. Je vais juste traiter très rapidement CGG, qui effectivement est une société qui est dans le secteur de l'exploration pétrolière et gazière et qui manifeste à travers un chiffre d'affaires et des résultats qui sont dans le rouge. Au niveau des résultats, un chiffre d'affaires qui est en baisse. Et la société est en pleine restructuration. On a là l'exemple même d'une société qui souffre dans un secteur qui a coupé au niveau
niveau des investissements. Et puis pour le reste, tout ça n'est que l'écume des vagues. On signera peut-être simplement Suez, qui annonce des résultats très corrects, mais qui nous dit qu'au niveau de la France et de l'Europe, le niveau d'inflation est insuffisamment élevé. Elle ne peut pas revoir à la hausse ses prix, et donc elle va chercher finalement un développement à l'international, tout particulièrement, c'est un hasard, aux États-Unis et en Chine. Merci beaucoup Gérard pour les tops et les flops. Et dans les tops et les flops, il y avait aussi Engie. Et Laurent, vous avez quelque chose dans Engie, non? Effectivement. Alors, j'ai retenu Engie ce matin parce que c'est vrai que la société se réinvente, comme le soulignait Gérard, et on voit techniquement que les investisseurs, eux aussi, remarquent ces efforts qui sont faits. Et on voit donc une tendance baissière qui avait démarré sur le chart au mois d'août, tendance baissière qui s'illustre assez facilement avec des creux et des sommets qui sont descendants, avec donc un retournement potentiel de tendance. Alors pourquoi on pense qu'il y a effectivement ce retournement? Eh bien parce que dans un premier temps, on voit le dernier sommet dans la baisse, c'est-à-dire ici, sommet du mois de janvier, qui a été franchi. Et de quelle manière? Assez décisive. Hein. On est maintenant largement au-dessus. On a également une moyenne mobile à 100 périodes qui a arbitré les supports et qui, une fois passé résistance, a été là aussi une information importante pour nous montrer qu'à moyen terme, elle capait les prix et le gap est venu s'ouvrir juste au-dessus. Depuis l'ouverture de ce gap et de cette bougie extrêmement importante, on voit que le consensus n'a pas changé, c'est-à-dire qu'on n'a pas des prises de profit importantes immédiates. Il faut quand même souligner que depuis le début du mois de février, le titre s'est apprécié de plus de 25% et pourtant on a encore de la pression à l'achat qui se manifeste. Alors, on va quand même être un petit peu tacticien dans cette affaire avec Engie parce que je pense qu'il peut y avoir un petit repli qui, s'il ramenait les cours autour de cette zone à 12,40, eh bien, ce serait une opportunité donc pour rentrer à l'intérieur de cette impulsion haussière, avec, vous le voyez, donc une résistance importante qui est le précédent sommet à 13,44. Ça va être justement un objectif de prix puisque notre prix d'exercice se trouve autour de cette zone. Et donc, si on a un petit repli sur Engie, il y a une opportunité pour rentrer long à l'aide justement d'un VAR en call que j'ai choisi cette semaine et donc de code KV43B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est le VAR en call sur Engie KV43B qui est actuellement un levier de 11,34. Son échéance c'est le 16 juin 2017. Son prix d'exercice est de 13,50 et son prix de vente ce matin 6 centimes pour un prix de Engie de 12,69. Bon, avec cette VAR en call sur Engie, on va passer à notre prochaine rubrique, le focus. Bon, Gérard, je crois aujourd'hui on a deux focus, non? Oui. Oui, on a un focus macroéconomique et un focus microéconomique. Commençons par le macroéconomique. Voilà, exactement. En rappelant que l'année 2016 était une année de nombreuses surprises politiques, donc il ne faudrait pas peut-être rester trop fixé sur ces incertitudes et se poser des questions sur le fait que finalement la réalité économique, ce sont des bonnes surprises macroéconomiques. J'en veux pour preuve dans la zone euro effectivement toute une série de statistiques macroéconomiques, tout particulièrement certaines d'entre elles qui sont les PMI ou les indices des directeurs d'achat, qui sont des indicateurs tout à fait significatifs et avancés de la réalité économique, qui nous disent qu'ils sont au plus haut depuis une période de plusieurs années. Donc l'activité économique croît de manière tout à fait correcte en zone euro, avec une inflation qui revient à 2%. Alors, avec la totalité de l'inflation, si on regarde le noyau de l'inflation, sans les prix de l'énergie, on est à 0,9, ce qui est beaucoup moins impressionnant. Bien entendu, il faut l'avouer. Aux États-Unis, on a exactement le même type de scénario, avec des indices ISM, là encore des indices des directeurs d'achat ou des services de la production ou des services américains qui sont à des niveaux extrêmement élevés, qui manifestent donc une activité économique de très bonne qualité, avec une inflation qui accélère là, et avec une inflation hors produit de l'énergie qui est à 1,7%, qui est
tout à fait excellente et qui est tout à fait dans ce qu'attendait, ce qu'espérait la Fédérale Réserve. Et puis on a eu le discours de Trump que Laurent a évoqué tout à l'heure devant le Congrès, qui a été effectivement un discours beaucoup plus modéré, mais où il y a eu assez peu de précision. Et là encore, on s'est rendu compte que entre les vœux pieux et puis la mise en application des mesures qui sont annoncées, eh bien, il peut se dérouler beaucoup de temps. Et puis Janet Yellen, dont on a évoqué, bien entendu, les pré-annonces, en tous les cas la préparation d'artillerie pour la fameuse journée du 15 mars. Donc ça, c'est la macroéconomie où tout va bien. Et puis, le deuxième focus, voilà, enchaînons. C'était quoi? Alors, si je peux me permettre, Falco, c'est Deutsche Qualität und französische Preis. Et donc, on a allié à la fois la qualité allemande, mais aussi la capacité de Peugeot à négocier de manière extrêmement favorable le rachat de ce groupe Opel qui était finalement le tonneau des Danaïdes pour le General Motors, qui était son actionnaire depuis maintenant une trentaine d'années. Et donc, General Motors a décidé de passer tout ça par pertes et profits. Peugeot aura-t-il la capacité à redresser le groupe en conservant la recherche, le développement, la qualité, l'image et les marchés? Eh bien, c'est tout l'enjeu. Maintenant, on rappellera que Carlo Tavares a fait l'essentiel de sa carrière chez Renault et que chez Renault, il avait conclu une alliance, bien sûr, avec Nissan et que cette alliance était couronnée de succès. Donc, c'est tout le mal que l'on souhaite au nouveau groupe et qui vient de publier les bans. Alors, souhaitons-le d'être heureux. Mais je crois, Falco, que les mariages franco-allemands sont souvent heureux. J'espère surtout, oui, bien sûr. Et pour Opel, ils ne font pas aussi des choses avec les voitures électriques et tout ça? Oui, absolument, tout à fait, mais aussi avec General Motors. Et donc, il y a toute une série de précisions qui sont en train d'être apportées au marché. Et donc, effectivement, les accords de recherche, de développement continuent. Et donc, je pense qu'effectivement, on est en train de trouver un accord qui sera gagnant-gagnant. Pour le coup... Encore une fois, ça devrait se révéler vrai. Et on sait que les économies d'échelle sont particulièrement efficaces dans des industries aussi à forte intensité capitalistique comme l'industrie de l'automobile. Bon, merci beaucoup Gérard. Donc on va regarder effectivement Peugeot avec Laurent ensemble. Effectivement, alors Gérard parlait tout à l'heure de Engie qui se transforme. Peugeot est également en train de changer de dimension. Et visiblement, le marché apprécie, puisque vous le voyez, cette acquisition par Peugeot a été saluée de belle manière, puisqu'on est dans une tendance haussière et que cette tendance n'a fait que se renforcer après l'annonce. Donc vous le voyez, on est sur un titre qui a consolidé de manière latérale pendant une bonne partie de l'année 2016 et puis la sortie de cette consolidation a été finalement le signal de départ d'un mouvement assez puissant puisque vous le voyez, on a fait depuis que des creux et des sommets ascendants et on est ce matin, là encore, près des 20 € avec un nouveau sommet dans le mouvement. Donc des investisseurs qui continuent de rechercher le titre. On a une moyenne mobile à 50 périodes qui est haussière, qui elle aussi, regardez, grimpe de façon extrêmement régulière et stable. C'est un marché qui est peu volatile, qui est bien construit. On a fait une petite polarité, c'est-à-dire ce précédent sommet est devenu support, on est reparti à la hausse, on fait un nouveau sommet avec un gap. Enfin bon, il y a beaucoup d'éléments qui nous montrent qu'il y a visiblement un véritable appétit pour Peugeot. Alors là encore, il peut y avoir une petite consolidation dans l'air, mais pour les prochaines semaines, nous n'avons pas de signaux qui nous montrent qu'il va y avoir des prises de bénéfices significatives et que par conséquent, un retournement important est possible. Donc, sur Peugeot, nous accompagnons ce mouvement haussier et nous avons donc choisi un Varan Call de code RH48B. Merci beaucoup Laurent. Donc, il s'agit du Varan Call sur Peugeot RH48B qui est actuellement un levier de 6,37 qui a une échéance du 15 septembre 2017, le prix d'exercice de 23,50 € et son prix de vente de 38 centimes pour un prix de Peugeot de 19,783. Avec cette Varan Call sur Peugeot, on va se tourner vers notre dernière rubrique à ne pas manquer.
Alors Gérard, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer? Alors, il ne faudra pas que les ides de mars nous fassent oublier. Cette semaine, la BCE se réunit et donc on a beaucoup parlé de la Fédérale Réserve, un peu moins de ce qui se disait au niveau de la BCE. On sait qu'il y a toujours des débats tout à fait intenses sur la politique monétaire. On n'attend pas grand-chose de cette réunion, mais peut-être qu'on sera surpris. Donc, quand même une réunion toujours importante. Il y a toujours des histoires de rapports de force entre les différents banquiers centraux, entre les pays du cœur et puis les pays de la périphérie qui n'ont pas forcément exactement le même niveau de santé économique et qui n'ont pas forcément besoin tous de la même politique monétaire. Deuxième point, ce sont toute une série de statistiques, que ce soit effectivement des annonces un peu plus précises sur la croissance économique en zone euro au Japon, le taux de chômage en France, dont on espère qu'il va continuer sa décrue et qui va permettre aux uns et aux autres de rehausser le moral ou de maintenir un moral qui est à un haut niveau aujourd'hui en zone euro. Bon, merci beaucoup Gérard. On est quasiment à la fin de notre émission. Avant de vous quitter, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, le 14 mars à midi, pour notre prochaine émission 100% marché. Et aussi cette semaine, le 9 mars à 17h, notre webinaire avec Laurent, les fondamentaux de l'analyse technique. Mais il s'agit aussi de l'actualité en fait, de l'analyse technique. En fait. Donc on regarde toujours qui voudrait avoir une analyse sur son sous-jacent préféré. Donc à vous de nous faire part de vos préférences sur les sous-jacents. Donc on va les analyser à 17h ensemble avec Laurent, avec vous, ce jeudi à 17h. Donc merci beaucoup à Gérard d'avoir été avec nous dans le studio. Merci Laurent aussi également pour toutes les analyses et merci à vous d'avoir été avec nous. Et donc à cette semaine, à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.